Bon alors tout d'abord, merci à tous pour cet engouement sur cette chaîne YouTube, en tout cas les chroniques du Jarl. Ça m'a fait plaisir, j'ai lu vos commentaires, c'est touchant. Alors oui, je continue sur cette lancée. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai commencé à mettre un petit fond un peu plus sympa. Petit à petit, vous allez voir, elle va progresser, hein. Je suis en train de m'équiper, de m'organiser, mais bon, ça prend un peu de temps. Puis il faut que je commence à maîtriser l'outil. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette chronique du Jarl? Alors, d'un ou deux sujets grand max, mais un qui m'a particulièrement surpris ou en tout cas interloqué au moment où j'ai lu ça. Toujours pareil, hein, on part toujours sur une base sur Twitter et on va aller dessus tout de suite, mais il faut bien remettre le contexte. C'est juste après la mort de Charlie Kirk. Le tueur se met à prendre son téléphone et contacter directement son ami, je te rappelle, son ami trans. Les messages qu'ils s'échangent sont tellement lunaires que j'avais estimé qu'il fallait quand même qu'on en parle sur YouTube et qu'on échange là-dessus. Vous savez que je suis un passionné de l'être humain, j'aime l'analyser, j'aime le comprendre. C'est ce qui a fait que j'en ai fait carrément un métier même, hein, puisque c'est comme ça que je regarde si quelqu'un peut ou ne peut pas rentrer dans un endroit. Et ben là, on va y aller, on va aller lire ce qu'il a dit, on va aller commenter ensemble, et puis encore une fois, je vous lirai. Alors si vous êtes prêts, eh ben on est parti. C'est John de Lorraine sur Twitter, hein. Si vous êtes sur Twitter d'ailleurs, je vous invite à le suivre. Toujours très intéressant, toujours très perspicace quand il aborde des sujets. Alors John de Lorraine, il marque: le parquet a publié les conversations entre Robinson et son colocataire suite au meurtre de Charlie Kirk. Alors voici l'échange, je te le lis, c'est juste dingue. Je viens bien mon amour, mais je suis coincé à Orem encore un petit moment. Alors, ça ne devrait pas être trop long avant que je puisse rentrer, mais je dois encore récupérer mon fusil pour être honnête. J'avais espéré garder ce secret jusqu'à mourir de vieillesse. Je suis désolé de t'impliquer. Est-ce que tu te rends compte mentalement l'individu où il en est quand même? C'est-à-dire que le gars vient de tuer quelqu'un et il est persuadé qu'il va pouvoir rentrer en gardant ce secret toute sa vie. Les mecs sont quand même bien arrachés de la tête quand même. Quand je dis toujours c'est taré, des fois on me reprend, on me dit c'est pas des tarés, mais si, c'est vraiment des tarés. Alors faut les juger comme des gens normaux, mais en réalité c'est des tarés. Le colocataire lui répond: ce n'était pas toi qui l'as fait, pas vrai, avec des points d'interrogation. Il y en a 3 ou 4. Robinson, il lui répond: c'est moi, je suis désolé. Elle lui répond: je croyais qu'ils avaient attrapé la personne. Donc elle a suivi l'histoire, elle a regardé, puisque je vous dis, ça vient de se produire. Non, ils ont chopé un vieux type au hasard, puis interrogé quelqu'un qui portait des vêtements similaires. J'avais prévu de récupérer mon fusil à mon point de dépôt peu après, mais ce côté de la ville a été bouclé. C'est calme, presque possible de sortir, mais il reste un véhicule. Tu te rends compte, encore une fois, il a pris le temps de poser son fusil, et puis il analyse comment il va pouvoir aller le récupérer. Il est sûr de lui, il est certain qu'il ne craint rien et qu'il va pouvoir s'en sortir sans problème. Alors la colocataire, sa copine, elle lui demande pourquoi. Et il lui répond: pourquoi je l'ai fait? Il se pose même la question en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une conversation presque d'analyse de la situation. Alors elle lui répond: ouais. Et puis tout simplement, il lui dit qu'il en avait assez de sa haine. Certaines haines ne peuvent pas se négocier. Si je peux reprendre mon fusil sans être vu, je n'aurais laissé aucune preuve. Je vais essayer de le récupérer. Avec un peu de chance, ils sont passés à autre chose. Je n'ai rien vu qui montre qu'ils l'ont trouvé. Il est sûr de lui. Alors encore une fois, oui, on va pouvoir parler des heures de il tue quelqu'un parce qu'il ne supporte pas sa haine, mais ça c'est très gaucho, quoi. On est en plein dans ce sujet. Je vous rappelle que tout le montre à chaque fois. Ils sont extrêmement violents. On va y revenir tout à l'heure parce que Trump a pris une décision, mais cette décision devrait être prise dans tous les pays du monde où les antifascistes et tous ces gars d'extrême gauche là, qui passent à la violence, carrément même au meurtre, on puisse intervenir sur ce sujet en fait. Et là, je reviens sur ça, mais Robinson, on voit bien que il n'y a que la haine qui l'anime. Et quand ils ont une haine, ils estiment que la mort de celui qu'ils détestent est tout à fait normale. Jamais ils vont avoir, dans l'état d'esprit en tout cas, la logique de dire que c'est peut-être eux qui ont tort. Pour eux, ils ont raison et tous ceux qui ne pensent pas comme eux ont tort. Jusqu'à parfois mériter la mort. En France, c'est plutôt la mort sociale. Ils ne sont pas encore passés à l'acte.
mais là, ou à la violence, ils sont passés à la violence. Mais, depuis combien de temps tu préparais ça? Elle lui demande quand même, parce qu'elle a l'air de pas du tout comprendre ce qui se passe. Il répond un peu plus d'une semaine, je crois, je peux m'en approcher, mais il y a une voiture de police garée juste à côté. Tu comprends ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle lui pose des questions sur la situation, il n'a qu'une idée en tête, récupérer son fusil. Bon, je ne te dis pas le niveau de stress qu'il a, mais il n'a qu'une idée en tête, c'est vraiment récupérer son fusil. On est en plein dedans. Tu sais que, pour un peu t'expliquer, à chaque fois que j'ai vécu des cas d'extrême violence sur les extérieurs des établissements de nuit, quand un individu était venu avec une arme, un couteau, n'importe quoi, une pioche, je pourrais te donner 50 façons un fusil, puisque j'ai connu des situations de fusil, c'est vrai que systématiquement, ils essayent de revenir pour récupérer leurs armes. Alors ça, si ce n'est pas un côté guerrier, animalier qui reste enfoui en nous, tu sais que je te parle tout le temps d'anthropologie, ça, c'en est un parfait exemple. Je l'ai souvent dit à mes gars, attention, on récupère les armes et prévoyez un retour, parce que souvent, eh bien, ils reviennent. Ça marche aussi pour les voleurs d'ailleurs, hein. Si on les attrape et qu'on prend ce qu'ils ont volé, comme les téléphones portables par exemple, eh ben, ils vont essayer de revenir, récupérer et négocier pour récupérer le portable. Un de ces jours, je vous raconterai, si ça vous intéresse, une situation vécue lunaire sur ce sujet. Alors, Robinson continue. J'aurais aimé revenir en arrière et l'avoir récupéré dès que j'ai atteint mon véhicule. Tu vois bien encore, il n'est que là-dessus. C'est-à-dire qu'il veut récupérer son arme. Je m'inquiète de ce que mon vieux ferait si je ne ramenais pas le fusil du grand-père. Je ne sais même pas s'il avait un numéro de série, mais il ne pourrait pas être relié à moi en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait là, il est carrément à se dire que c'est le fusil du grand-père. Avec un peu de chance, il ne sera pas de toute façon identifié. Mais en tout cas, pour lui, une chose est sûre, c'est que ça ne pourra pas être relié à lui. Donc à son grand-père peut-être, à son père pourquoi pas, mais à lui pas du tout. Alors je crains pour mes empreintes, j'ai dû les laisser dans un buisson quand j'ai changé de fringue. Je n'avais pas la possibilité ni le temps de l'emporter. Je pourrais devoir l'abandonner et espérer qu'il ne le trouve pas. En tout cas pour les empreintes, il le dit. Comment je vais expliquer ça à mon vieux? Son inquiétude, c'est de rentrer chez lui. Son inquiétude, c'est d'expliquer qu'il n'a pas le fusil pour son père. Je pense que, je l'avais dit dans mon autre vidéo ou dans une autre vidéo, qu'il fait tout par vengeance pour son père. Je pense que c'est très compliqué entre eux, que rien ne les raccorde. On a un père trumpiste et lui, il est complètement à l'extrême gauche, et que tout part de là en réalité. Alors la seule chose que je l'ai laissé, c'est le fusil enveloppé dans une serviette. Il revient là-dessus. Tu as vu, tous les 4-5 mots, c'est son inquiétude. Il a laissé son arme. Tu sais, quand je te dis tout est question de territoire et quand je parle d'armure, encore une fois, je ne me trompe pas. Tu te souviens quand je gravais les balles, les putains de messages sont surtout une grosse blague. Un mème, si je vois Notice Bug, où il parle, hein, sur Fox News, je vais faire un AVC. Mais je vais devoir le laisser, ça fait vraiment chier. Il essaye d'expliquer pourquoi il a mis des inscriptions sur les balles, mais il revient sur son inquiétude de devoir laisser l'arme. Alors, d'après aujourd'hui, je dirais que le fusil du grand-père, ça fait l'affaire. Je crois que c'était une lunette à 2000 $. Il est toujours sur son sujet. Pour moi, ça, c'est juste lunaire et incroyable. Et en même temps, ça ne me surprend même pas. Il est dans son monde, il est dans sa partie guerrière. Il a laissé son arme sur place et il doit la récupérer. Robinson lui dit « Supprime cet échange. Mon père veut des photos du fusil. Il dit que grand-père veut savoir qui a quoi. Les fédéraux ont publié une photo du fusil. Il est très unique. Mon père m'appelle en ce moment. Je ne réponds pas. » Là, tu as compris que le fusil a été mis, enfin en tout cas dans les médias, que le père est tombé dessus et a vu ça. Je pense que le père à cet instant a compris que c'était son fils. Il lui demande des photos du fusil. Bref, je pense que là, tout est clair. Le père se rend compte que son gamin a fait la pire des choses. Enfin, je ne sais pas si tu imagines, on en a déjà parlé, mais c'est quelqu'un qui a dû à un moment donné se dire « je vais emmener mon fils à la mort ». Ça, c'est quand même un truc, mais enfin, c'est rien qu'à imaginer. Tu sais que moi, cette situation-là, depuis cette histoire, je l'ai repensée plein de fois. D'ailleurs, toi, si tu as un enfant, tu fais quoi? C'est la vraie question. Tu l'emmènes, je te parle de ce pays parce que ce pays t'emmène à la mort. D'ailleurs, le procureur de cet État a réclamé la peine de mort et il va l'avoir. C'est une évidence. C'est une vraie question, ça. Hein. Alors bien sûr, tout le monde dira, oui, bah non, il a tué quelqu'un, il faut l'emmener. D'accord, mais quand tu es père de famille, quand tu es mère, hein, c'est pareil. Hein.
jusqu'à quelle limite, jusqu'à quel moment tu peux prendre ton gamin, l'emmener à la police en sachant que de toute façon, c'est la dernière fois que tu vas le revoir libre et surtout vivant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'emmènes à la mort. C'est quand même une décision qui va te, je pense, qui va bousiller ta vie jusqu'à ouais, le reste de tes jours, quoi. Bon, à la fin, il finit par dire, je vais me rendre volontairement. Un de mes voisins ici est adjoint du shérif. Tu es la seule dont je me soucie, mon amour. Elle lui répond, je suis beaucoup plus inquiet pour toi. Bon, bah, bien évidemment qu'elle elle a compris. Elle a compris que c'est la fin, c'est la dernière fois qu'elle le verra, en tout cas libre, et que de toute façon, elle va assister à son procès où il y aura le choix d'une mise à mort, quoi. Alors elle lui dit, ne parle pas aux médias, s'il te plaît, ne donne pas d'interview, ne fais aucun commentaire. Si la police te pose des questions, demande un avocat et reste silencieux. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est marrant, elle est trans et lui, il la met au masculin. C'est un sujet, on pourrait revenir. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, il est trans. Encore une fois, moi je vous le dis, moi j'ai une amie trans en fait. D'ailleurs, certains qui me suivent depuis longtemps sur X ou sur Facebook ont déjà vu des photos d'elle parce que c'est arrivé dans des restos ou quoi où elle était avec nous. Donc c'est une vraie question aussi. Je ne sais pas pourquoi il la met au masculin parce que généralement les trans qui changent d'homme en femme souhaitent qu'on les féminise, quoi. Donc voilà, alors je termine avec quand même un truc très important, ça reste exactement sur le même sujet, une info de dingue, mais aujourd'hui on n'en parle pas trop parce que les médias ne parlent que d'une chose, c'est les blocages en France, et pourtant cette info est incroyable. Je reprends encore celle de John Lorraine, il y en a d'autres qui l'ont mise, mais comme j'étais sur John, en plus ça lui fait un petit peu de pub, c'est parfait. Alerte info. Écoutez bien ce qu'il vient de signaler hier soir, Trump, c'est une bombe. Je suis heureux d'informer nos nombreux compatriotes américains que je désigne Antifa, un désastre gauchiste radical, malade et dangereux, comme une organisation terroriste majeure. Je vais également fortement recommander que ceux qui financent Antifa fassent l'objet d'une enquête approfondie conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes. Merci de votre attention sur ce sujet. Alors, là, ça, c'est une bombe et c'est international parce que c'est le premier à oser mettre ça en place. Tu as bien compris, tout ce qui va avoir une connotation antifa dans les associations, dans les structures, dans les financements, à partir de là, c'est considéré comme une organisation terroriste aux États-Unis. C'est vraiment un truc important qu'il faut qu'on relève. Et vu l'état de notre extrême gauche aujourd'hui en France, je le dis, ça va encore choquer des gens ça, il est grand temps d'y passer aussi chez nous. Pourquoi je le dis? C'est que plus une manifestation, plus un événement, plus un truc important où des gens pourraient se retrouver d'ailleurs autour d'un terrain commun. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens manifestent pour se battre contre justement les impôts, les salaires trop bas, les problèmes pour payer son loyer. C'est normal et c'est légitime. Les gens n'arrivent plus à bouffer alors qu'ils bossent. Et puis, on a une minorité de crétins qui sont les antifas, les LFistes, l'extrême gauche, qui, eux, ne vont dans les manifs que pour bousiller le message essentiel. Ils attaquent ceux qui ont les drapeaux français, qui est une honte notoire et qui est une, on va dire, ils se mettent directement dans des positions de traître à la nation. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des traîtres à la nation. Le propre drapeau, ils l'enlèvent, ils le déchirent, ils le brûlent. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Et puis la deuxième chose, c'est leur fait de violence, les bâtiments cassés, les entreprises pétées, les vitrines, les gens qui bossent, ils n'y peuvent rien, ils se font tout démonter. Et puis la violence directe sur les individus. Ils sont de plus en plus fréquents à attraper des gens qu'ils considèrent d'extrême droite et puis les fracasser. Il y a des procès partout dans les grandes villes de France, des antifas et des universités qui les couvrent. Voilà, des procès pour violence et agression. Dans toutes les grandes villes de France, maintenant, il y en a. Donc il est grand temps, quand ces gens-là mettent le reste du clan, et en tout cas la majorité des gens, en danger, alors les classer dans des mouvements terroristes et donc de les juger comme tels. C'est en tout cas ce que je pense. On en discute dans les commentaires. N'oublie pas, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Je le dis parce que j'ai vu que ça faisait vraiment beaucoup sur le référencement de la vidéo. Et puis les petits commentaires que je lirai parce que ça aide aussi évidemment la vidéo et les référencements, mais surtout, ça me permet d'échanger avec toi et de lire ce que tu en penses. Le Jarl te salue.